Et bien, j'ai bientôt fini de faire mes reviews, là, parce que vous ne le savez pas, mais moi j'ai tout tourné en une journée, tout ça, ça fait plus d'1 heure et demie que je tourne, là, c'est un petit peu crevant. Un petit peu crevant, mais bon, que voulez-vous, hein. On n'est pas, on n'est pas au top hein, tous les jours, hein. Je viens de finir une journée de tournage qui était là aussi très très crevant. C'est vraiment. J'ai enchaîné les journées crevantes ce week-end, c'est affolant. Il va falloir que je récupère un petit peu d'énergie. Et en récupérant de l'énergie, ben, c'est en lisant des très très bons mangas. Et c'est pour ça que nous allons parler de Dragon Quest, tome 1 et 2. Dragon Quest, la quête de Dai. C'est vrai, je vais le préciser. Édition de luxe. Édition de luxe. Alors, les éditions de luxe. Parlons-en. Là aussi, choix éditorial. Enfin, non, pas choix éditorial. Enfin, si, choix éditorial japonais. Il y a des nouvelles couvertures avec le style moderne de l'auteur, donc c'est sympathique et ça a créé une friche tout le long. Donc ça va être très très beau. Après, c'est vrai que le nouveau style est un petit peu plus automatisé, un petit peu plus comme Beats de Wonderbuster, donc ne fera peut-être pas l'unanimité, pardon. Et pourrait déplaire à certains. Mais après, bah, les deux premiers tomes ont ce petit côté old school aussi qui, là aussi, ne fera pas l'unanimité. C'est petit à petit que son style va de plus en plus évoluer et être beaucoup plus sympa pour arriver au summum dans les derniers tomes. Là, s'il y a un petit côté old school, un petit peu dans son style de dessin, un petit peu à la Kurumada, mais plus années 90 que 80, contrairement à Kurumada. Mais derrière, bah, c'est les personnages qui sont tellement malades, les situations, les scénarios. Bah, Dragon Quest, la quête de Dai, fait partie de mon top 10 des mangas. Et c'est là où tu remarques le génie de l'auteur, c'est que tout plein d'éléments qui sont même dans les premiers petits chapitres, qui sont souvent des petits chapitres pour tester la popularité, créer des petites histoires sympathiques, mais qui soient courtes, parce qu'on ne sait pas trop si ça va continuer, il faut attendre d'avoir du succès. Et ce côté un petit peu au début Sentai, avec le méchant du jour qui vont subir une défaite, ils s'entraînent et il y a la situation avec un super pouvoir qui interpelle le tout, qui pourrait paraître un petit peu daté, un petit peu répétitif au début, mais en fait tu remarques que tous ces éléments-là vont être utilisés petit à petit pour créer un grand ensemble et être très importants. Même les petits éléments cons qui sont introduits et qu'on pensait ne jamais revoir vont avoir leur importance. Même des personnages, c'est surtout ça, je crois qu'il apparaissent dès le premier chapitre, qui sont qui semblent être juste des comiques reliefs et qui vont paraître, qui vont avoir leur importance à un moment donné du récit. Pour ceux qui ont tout lu, ils savent de quoi je parle. Mais encore une fois, voilà, c'est là où tu vois que le scénariste, Riku Sanjo, je crois, si je dis pas de bêtises, si très bien rattrapé sur ses pattes, hein, par contre, parce que je vais pas faire style Komoda, tout le monde croit que, soi-disant, il a bien tout pensé depuis le début et a prévu tel et bon. Non, non, non. Quand tu fais un manga hebdomadaire, en plus, avec le fait que ça va avoir de succès, donc tu vas rajouter des chapitres, tu vas rajouter des éléments, tu ne peux pas tout prévoir. Par contre, tu peux faire en sorte que justement des éléments que tu avais prévus, si tu as beaucoup de mémoire dans tel ou tel élément, se ramènent au moment où tu en as à ce moment-là. C'est pour ça que beaucoup de croient que One Piece fait beaucoup de sport Shadow. Ce n'est pas vrai. C'est juste qu'il sait très bien se rattraper sur ses pattes. La tête des titans, il y a des petits passages où tu sens que c'est du Shadow et ça a été bien amené. One Piece, c'est comme du Togashi, c'est juste qu'il sait très bien se ramener sur ses pattes, créer des petits éléments par-ci, par-là, et derrière, savoir les réadapter et les réintroduire, faire style que tout était prévu depuis le début. Or, ce n'était pas vrai. Je pense par exemple à Togashi qui disait dans une interview que Isoka il l'a créé exprès pour être l'électron libre du manga et il en a besoin de cet électron libre. Ça lui permet de créer donc un personnage qui est imprévisible et qui peut faire évoluer le récit dans le sens où il veut selon ce qu'il avait prévu ou s'il se retrouve dans une situation bloquante. Et désolé, je m'en remets un petit peu. Bah justement, c'est
pour ça que, comme je vous l'ai dit, Hunter x Hunter, on peut pas dire que tout est construit depuis le départ, mais on peut dire que Togashi est un très bon auteur parce qu'il se souvient des anciens éléments et il arrive à réadapter et à faire en sorte de créer un ensemble cohérent. Et Dragon Quest Dai, c'est là où tu sens que l'auteur est quand même très très bon, très très fan de Sentai ou de super-héros japonais, et qu'il représente dans du style JRPG, très très fun, avec des personnages qui évoluent énormément. Je pense à Popu qui va devenir un personnage très important en plus à la fin du récit. Je pense à Yankel, je pense à Dai ou Fly. En plus, je vous dis Dai ou Fly, je crois que c'est les prénoms français. Je m'en souviens plus des prénoms japonais. Ah là là, je vous jure. Même Adora aussi, c'est vrai que Adora évolue beaucoup. Et on retrouve même des personnages petit à petit qui avaient fait notre sympathie, nous avaient marqué au et à mesure qu'on relit le récit et qui vont créer des petits twists finales. Je ne peux pas dire qui, hein, parce que je crois que même dans l'anime ils n'ont pas attrapé le tout. Donc si vous êtes fan de l'anime d'ailleurs, Dragon Quest Dai, la version moderne, là en plus elle est magnifique, donc allez la voir. Alors, le début souffre justement du côté un petit peu trop enfantin et l'animation est un petit peu trop limitée, mais dès le moment où ils ont affronté Baran, donc je crois que ça sera le tome 6 ou 7, si je dis pas de bêtises, c'est le tome 12. C'est le tome 12 dans la version normale, là il y aura que 27 tomes, donc je dirais 7 ou 8, allez peut-être. Et vous retrouverez donc toute l'émotion, toute la splendeur de ce manga, et avec un petit côté plus mature. Que les premiers chapitres n'ont pas, puisque ça se voulait un petit peu plus enfantin, plus sympathique. Et, enfantin ne veut pas dire stupide non plus. Donc lisez ce manga, c'est du culte. Ciao.